Un fourgon cellulaire a été attaqué par des malfaiteurs qui ont libéré Patrick Amers. J'avais réussi à avoir un peu d'argent avant de partir, mais on ne sait pas travailler là-bas. C'est ici, à son domicile, avenue Franklin Roosevelt, que M. Paul Vanden Bouyans aurait été enlevé. Allô? Monsieur Jonathan? C'est moi. Êtes-vous prêt à collaborer? Oui. Je suis Monsieur Léon. Il y a cette indication technique qui nous dit que les contacts téléphoniques proviennent de la ville de Rio. L'enlèvement de Paul Vanden Bouyans, pour vous, c'était le dernier coup, le grand coup, ou c'était un autre? Oui, non, pour moi, c'était le grand coup, le coup de la finale. Je vois ça à son interview. Amers est certain qu'il ne va pas être extradé. « 13 août 1987. En ce début de soirée à Paris, une voiture provenant de Belgique s'arrête précipitamment devant un grand hôtel de la capitale française. Dans le véhicule, Patrick Amers, un célèbre malfrat et sa femme Denise. Ils viennent récupérer leur enfant de 4 ans. J'avais fait emmener mon fils à Paris. C'est une jeune femme qui le gardait à l'hôtel déjà. Donc elle m'attendait. Une course contre la montre s'est engagée pour disparaître dans la nature. Car Patrick Amers vient de s'évader en Belgique. Quelques heures plus tôt, le malfaiteur se trouvait dans un fourgon cellulaire qui devait l'emmener au palais de justice de Bruxelles. C'est lors de ce transfert que ses complices l'ont libéré. Un fourgon cellulaire a été attaqué par des malfaiteurs qui ont libéré un détenu particulièrement dangereux, Patrick Amers. Brusquement, une voiture Audi fait une queue de poisson à un fourgon cellulaire qui vient de la prison de Louvain et l'oblige à s'arrêter. Le fourgon est éventré, 3 hommes arrivent, extraient Patrick Amers, l'embarquent dans une voiture et Amers disparaît. Une attaque en main armée sur un fourgon cellulaire qui était gardé par la gendarmerie, à l'époque, c'était tout à fait exceptionnel. Il y avait des touristes allemands qui suivaient ce convoi sur l'autoroute, qui ont assisté à tout ça. Je crois qu'ils ne reviendront pas souvent en Belgique en vacances. Lors de l'attaque, un gendarme est grièvement blessé. C'est Denise Thiac, l'épouse du truand, qui a organisé l'évasion. J'étais à la prison, je devais prévenir du transfert. Donc je suis allée à la prison le voir. Il m'a confirmé son heure de transfert. J'ai prévenu les autres. Surnommé le Grand Blond, Patrick Amers avait été arrêté suite à 10 violents hold-up commis avec ses complices de 1982 à 1986. Ces attaques d'une extrême violence en font l'ennemi public numéro 1. C'est un truand spécialisé dans les vols à main armée, contre les banques ou surtout les transports de fonds. Où à la fin de cette série, il fait usage d'explosifs. Il aime ce côté adrénaline, ce côté aussi pognon, parce que par la force des choses, il y prend beaucoup d'argent. En faisant usage de la violence, la bande Amers a causé la mort de 3 personnes. C'est l'attentat contre le fourgon postal à Verviers, avec 2 agents des postes qui sont assassinés. Henriette Jeunet, 30 ans, et son collègue Yves Lambier, 31 ans, sont morts, tués sur le coup. Patrick Amers avait déjà commis d'autres méfaits auparavant, mais c'est le début d'une longue série meurtrière. Il devient d'ailleurs l'ennemi public numéro 1. En s'évadant, Amers se doute que toutes les polices de son pays sont à ses trousses. S'il a choisi de fuir directement vers Paris, ce n'est pas pour s'installer en France. Accompagné de sa femme et de son fils, Amers se rend à l'aéroport de Roissy le soir même, après son évasion. Il a des papiers avec une fausse identité pour lui, mais une fausse identité pour sa femme et une fausse identité pour son fils. Il fallait être très rapide parce qu'il allait être signalé tout de suite, donc on peut juste se dire espérons qu'on n'ait pas été signalé. Le contrôle des passeports est l'ultime étape avant d'embarquer dans l'avion. Ils nous ont trouvés très sympathiques et ils nous ont souhaité un bon voyage et de bonnes vacances. Mission accomplie. Le détenu le plus dangereux de Belgique a réussi à disparaître des radars
il part se cacher au Brésil. L'arrivée à Rio était plus stressante. Parce que Patrick est passé très très bien, mais moi, ma photo, il trouvait qu'elle correspondait pas bien, parce que la coiffure avait un peu changé, donc c'était un peu embêtant. Rio de Janeiro, la vie au soleil, loin de la grisaille belge. Voilà ce qui attend Patrick Amers. Avec sa famille, il s'installe dans une villa des beaux quartiers. Le détenu en fuite a besoin de décompresser, tout en restant sur ses gardes. Au début, c'est un stress permanent. C'est assez difficile de se détendre. Patrick, il sortait quand même d'1 an de prison, et il faut quand même quelques jours pour qu'il se réhabitue. À Bruxelles, une équipe d'enquêteurs est constituée pour retrouver le dangereux fugitif. Il y a un signalement national qui a été mis par le juge de coup, et en même temps que le signalement national, il y a un signalement international et Interpol avec un mandat d'arrêt international. Mais pour l'instant, ces enquêteurs n'ont pas le moindre indice leur permettant de localiser le malfaiteur. Quand il est en Amérique du Sud, Patrick Amers voyage beaucoup. Il a peur d'être pris, il se sent surveillé, il change de place tout le temps. On s'était dit qu'on allait descendre jusqu'à cette frontière, puisque c'était le Paraguay, l'Uruguay et Argentine, et que là, on allait voir ce qu'on faisait. Pendant ce temps, en Belgique, les enquêteurs concentrent leurs investigations sur Denise Thiac, l'épouse du truand. Ils se doutent qu'elle a joué un rôle dans l'évasion. Et on trouve que le 11 août 87, 2 jours avant l'évasion, elle loue une voiture, une Peugeot 309, qu'elle ne rend pas à l'agence de location et qu'on retrouve en face de l'hôtel Méridien à Paris. Les enquêteurs ont la preuve que le couple Amers et leur fils sont arrivés à Paris le soir de l'évasion. Mais avec quel objectif? Ont-ils pris l'avion? Dans les aéroports de la région parisienne, les listes des voyageurs sont passées au crible sans résultat. L'usage de faux passeports par le couple Amers complique les recherches. Il fallait sortir tous les 3 mois du pays. Donc on est allé un peu en Argentine, en restant quelques jours, puis retourner. Après, il a fallu revenir en Europe aussi, parce que le passeport n'était plus bon. L'ennemi public numéro 1 est forcé de retourner en Belgique et pas uniquement pour changer de passeport. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Patrick Amers effectue des séjours dans son pays pour commettre de nouveaux hold-up. Il a besoin d'argent pour financer sa vie au Brésil. J'avais réussi à avoir un peu d'argent avant de partir, mais c'était pas pour vivre toute une vie et on ne sait pas travailler là-bas. C'était très compliqué en fait. Avec des faux noms et tout, c'est pas très évident. Amers multiplie les attaques. Aussitôt le hold-up terminé, il repart incognito au Brésil. Pour l'instant, les enquêteurs ignorent tout de ces curieux allers-retours, mais ils avancent dans leurs recherches. En octobre 88, ils ont enfin une piste. Une femme impliquée dans l'évasion de Patrick Amers leur fait des révélations. Elle déclare qu'en effet, elle a accompagné Denise Thiac le 12 août 87 à Paris. Elle se rend avec la famille Amers, c'est-à-dire Patrick Amers, Denise Thiac et le fils Kevin Amers à l'aéroport de Roissy, où ils prennent l'avion pour Rio à 23h20 du soir. Nous faisons une enquête à Roissy et effectivement, ils étaient partis à 23h20 du soir sous les faux noms d'Alain Trodou pour Amers, Brigitte Doyle pour Thiac et Kevin Trodou pour le fils de Amers, Kevin Amers. Mais les enquêteurs s'interrogent. Ils n'ont pas la certitude que le dangereux fugitif est resté à Rio. Car ce qui les intrigue, c'est un nouveau braquage portant la signature de la bande Amers. Le 4 novembre 88, la bande Amers commet un hold-up sur un fourgon postal aux Pays-Bas, notamment à Almere. Cette attaque est commise par Patrick Amers avec l'aide d'un malfrat d'origine yougoslave, un certain Basri Bajrami.
Les deux hommes sont signalés dans les boîtes de nuit d'Amsterdam, mais une fois encore, Amers échappe aux recherches policières. J'attendais dans une cabine qui m'appelle pour savoir comment il allait. J'avais pas un coup de fil tous les jours, j'avais un coup de fil tous les 2-3 jours. Donc c'était quand même fort stressant. Fin novembre 88, Amers rentre au Brésil. Il dispose à nouveau de liquidités pour payer les frais de sa villa. Pour passer inaperçu, de toute façon, vous avez une villa, vous avez d'office une bonne, parce que c'est une normalité là-bas. Vous n'avez pas de bonne, ils vont même trouver ça bizarre, quand vous êtes dans des quartiers bien. Tout cela coûte beaucoup d'argent et Amers commence à se lasser des attaques de fourgons. Alors pour disposer plus rapidement d'un important pactole, le fugitif échafaude un plan plus ambitieux, l'enlèvement d'une riche personnalité. C'était pour ne plus faire d'attaque après, c'était ça le but. Bruxelles, le 12 janvier 1989, Patrick Amers passe à l'action. L'homme qu'il a choisi d'enlever est un ancien Premier ministre, Paul van den Boeynants. Amers et ses complices l'attendent dans le garage de son immeuble. Le lendemain, les journalistes sont informés d'une inquiétante disparition. Le bruit commence à circuler dans l'après-midi. Paul van den Boeynants ne serait pas rentré chez lui, aurait disparu. Au fur et à mesure de la journée, l'information se précise et le soir, on commence déjà à parler d'enlèvement. Le ministre d'État a disparu depuis hier soir. C'est ici, à son domicile, avenue Franklin Roosevelt, que M. Paul van den Boeynants aurait été enlevé hier soir. On dispose encore de très peu d'éléments sur cette affaire. Jamais on avait enlevé de la sorte un ministre. En Belgique, c'était quelque chose d'assez inouï. Amers a jeté son dévolu sur une personnalité politique de haut rang, ancien chef du gouvernement, mais aussi homme d'affaires. Le malfaiteur a lu dans la presse des informations sur la fortune supposée de van den Boeynants. On sait que van den Boeynants a la réputation d'avoir de l'argent. On le sait d'autant plus que quelques années auparavant, il y a eu un procès pour fraude. 3 ans plus tôt, en effet, l'homme politique a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour fraude fiscale, faux et usage de faux. Ce qui ne l'a pas empêché de maintenir ses activités. C'est un homme encore puissant politiquement tout de même. Il connaît beaucoup de gens. Il est dans les affaires, il est dans la politique, il est dans les parkings, il est dans la viande. Papa. Si tu m'entends, ou si tu me le dis, tu dois savoir que nous sommes avec toi. Ni la famille, ni la justice ne se doutent que Patrick Amers est l'instigateur de cet enlèvement. D'ailleurs, les enquêteurs qui traquent le malfrat sont mis à l'écart des investigations. Nous savons uniquement ce qui a été publié dans les journaux. Nous ne savons rien d'un lien entre la bande Amers, qui était une bande de braqueurs, et l'enlèvement de VDB. Amers et ses complices envoient à la rédaction du journal Le Soir des lettres de revendication. Ils se font passer pour un groupe politique, les Brigades socialistes révolutionnaires, et ils apportent la preuve que leur otage est en vie. À la rédaction du quotidien bruxellois, comme ailleurs, depuis le rapt de VDB il y a 10 jours, c'est la première fois qu'on a reçu une preuve qu'il s'agit bien des ravisseurs. La photocopie de la carte d'identité de Paul van den Boeynants se trouvait dans l'enveloppe. De même que 2 pages d'une lettre manuscrite, écrite très probablement de la main de l'ancien Premier ministre. Le Touquet, en France. C'est ici, à 300 km de Bruxelles, que la bande Amers retient son otage. Une discrète villa a été louée pour le séquestrer, mais les discussions entre les ravisseurs et l'homme politique sont plus compliquées que prévu. Ils espéraient avoir le maximum en lui faisant peur. C'était assez têtu. Il avait du caractère. Amers négocie la rançon par téléphone avec un ami de Paul van den Boeynants. Le malfrat se fait appeler Monsieur Léon. Allô?
Monsieur Jonathan? C'est moi. Êtes-vous prêt à collaborer? Oui. Je suis Monsieur Léon. Oui, je suis capable techniquement de faire la transaction. Vous devez quand même vous rendre compte qu'il faut du temps pour ça. Dans quel délai? Il me faudrait, disons une dizaine de jours, facilement. Je vous rappelle, mardi à 12h30. Parfait, mardi 12h30, parfait. Parfait. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. En attendant de trouver un accord, les ravisseurs se détendent. Le soir, ils font la tournée des bars du Touquet. Est-ce qu'ils ont bu du champagne? Non. Qu'est-ce qu'ils buvaient? Whisky et c'était monsieur, je sais pas son nom, les noms, Amers. Amers, whisky lui. C'était whisky. Picolait beaucoup lui? Sur une demi-heure de temps, pas mal, oui. C'était 5, 6, 7 whisky. Mais on n'a pas fait attention, ils étaient là dans le coin, ils étaient à 4 et on n'a pas fait attention. Est-ce que c'est plutôt ce qu'on appelle des beaux garçons, comme dans les films de truands, ou bien sympathiques? Oui, c'était des beaux garçons sympathiques, oui. Les ravisseurs s'impatientent. S'ils ont besoin rapidement de la rançon, c'est parce qu'ils sont à court d'argent. Alors ils décident de commettre un braquage sur un fourgon. L'attaque est commise au nord de Bruxelles. Elle est extrêmement violente et fait un mort. Aucun enquêteur n'imagine un instant que ce fait divers sanglant puisse avoir un lien avec l'enlèvement de VDB. Quelques jours plus tard, l'ami de Paul van den Boeynants se rend à Genève pour remettre la rançon. 2,5 millions de francs suisses ont été déposés dans une valise. L'otage est libéré. Une édition spéciale de notre journal pour ce qui est l'événement de la journée. Paul van den Boeynants est libéré. Dès l'annonce de la bonne nouvelle, de nombreux bouquets de fleurs ont été portés chez Paul van den Boeynants. Ses amis ont voulu ainsi lui témoigner immédiatement leur sympathie. Plusieurs proches ont également pu le rencontrer. Tous ont confirmé que Paul van den Boeynants était très éprouvé, mais que son état de santé n'inspirait aucune inquiétude. J'ai pensé à tous ceux que je voulais absolument revoir. J'ai pensé à tout ce que je pourrais encore faire. J'ai dit, et je vous l'ai dit comme j'ai dit, parce que je me suis dit la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici. Je ne sais pas d'où je viens, mais je viens de loin. Qui m'a enlevé? Les propos tenus par le ministre sont repris par un groupe musical, le Brussels Sound Revolution, qui en fait un tube. Le morceau « Qui m'a enlevé » est diffusé en boucle sur la bande FM. Le disque s'écoule à 50 000 exemplaires. Mon lodène déchiré, ma pipe. Résultat des courses, je suis resté en chemise et en caleçon. Loin de ce buzz musical, les membres de la bande Amers se répartissent l'argent de la rançon. Mission accomplie, ils sont riches. Mais l'un d'eux va commettre une erreur. C'est Basri Bajrami, recherché pour le hold-up commis aux Pays-Bas. Ses proches sont surveillés par la police. Bajrami, il fait l'erreur, en fait, il revient avec sa part de rançon. Et il fait l'erreur de contacter sa femme, de lui demander de venir le chercher à la gare, alors qu'il savait qu'elle était filée, qu'elle était sous surveillance et tout. Bajrami se doute que ses proches sont sur écoute, mais la Saint-Valentin approche et le malfrat a un désir pressant de revoir sa compagne. Allô? Allô? Oui? Ça va, mon petit cœur? Ça va. Je te confirme exactement l'heure. Normalement, c'est à 4 heures. Ça va. À endroit avec 4 lettres, là. Oui. Devant les gros trucs, là. Oui, oui. Mardi, hein? Ça va. Ciao, je t'embrasse. Ok, moi aussi. Ciao. Ciao. Les 4 lettres font référence à la ville de Metz, en France. La cellule chargée de retrouver Patrick Amers se rend sur place. Très tôt le matin, le 14 février 89, sur l'autoroute vers Metz, nous entendons à la radio que VDB a été libéré la veille par ses ravisseurs à Tournai. Ça ne nous dit rien du tout. On se dit c'est une bonne chose, on continue sur Metz. À
Arrivé à Metz, Basri Bajrami ne se doute pas que les policiers scrutent les lieux où il a donné rendez-vous à sa compagne. Du coup, là, tout était encerclé, il s'est fait arrêter. Et là, après, c'est la dégringolade un peu pour tout. 2 jours après la libération de Paul van den Boeynants, une piste pour les enquêteurs qui recherchent les auteurs de l'enlèvement. Basri Bajrami, un ressortissant yougoslave âgé de 34 ans, a été arrêté à Metz mardi soir. Dans ses poches, 198 000 francs suisses environ. Cet argent est-il lié à la rançon remise par la famille de Paul van den Boeynants? On n'en sait encore rien. Enlever M. van den Boeynants? Absolument pas, monsieur. Vous connaissez Patrick Amers? Je connais personne, monsieur. Dans la villa du Touquet, c'est la panique. Le lieu de séquestration n'a pas encore été complètement nettoyé par les ravisseurs, mais il faut faire au plus vite. Les enquêteurs accumulent les indices en fouillant Bajrami. Ils trouvent sur lui une note de paiement d'un hôtel à Paris. Et ils trouvent qu'à partir de sa chambre d'hôtel, Bajrami a fait des coups de fil. Il a téléphoné à gauche et à droite. Et entre autres, il a téléphoné à une villa au Touquet. Le 18 février 89, une descente est effectuée dans cette villa. Est-ce un lieu d'hébergement des malfrats? Abrite-t-elle des armes pour commettre des braquages? Lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, les policiers font une toute autre découverte. Ils y trouvent un lieu de séquestration qui n'avait pas été nettoyé. Donc les auteurs s'étaient enfuis en toute précipitation. On retrouve encore sur place des cagoules, on retrouve des armes, diverses choses, mais plus la moindre trace de quelqu'un. Pour eux, c'était clair, il y avait eu un otage dans cette villa. Ils trouvent aussi des seringues d'injection, des médicaments et finalement des documents au nom de Van den Boeynants. À Bruxelles, les autorités judiciaires n'en reviennent pas. Durant le kidnapping, aucune piste sérieuse n'avait permis d'identifier les ravisseurs. C'est finalement une autre enquête consacrée au braquage de la bande Amers qui apporte la réponse. Le lendemain, je suis appelé à Bruxelles par le magistrat national. On décide de créer une cellule d'enquête spéciale. Et cette enquête aura comme mission de chasser les autres membres de la bande. Le chef de la bande rejoint au plus vite son pied-à-terre sur le continent sud-américain. Mais en Belgique, il n'a pas eu le temps d'effacer des indices. En fouillant un box de garage à Uccle, les enquêteurs ne tardent pas à retrouver l'arsenal utilisé par les malfrats pour commettre des attaques. Dans ce box, on découvre une BMW qui a servi à commettre l'attaque sur le fourgon blindé du 31 janvier 89 sur l'autoroute de la Mer. Fait encore plus troublant de cette affaire, c'est que précisément, sur la voiture BMW qui se trouvait dans ce garage, étaient apposées des plaques, fausses bien sûr, mais dont le numéro minéralogique était l'un de ceux qui se trouvent sur l'une des voitures de M. Paul van den Boeynants. Alors, entre toutes ces affaires, y a-t-il un lien? Il est bien sûr trop tôt pour le faire, mais c'est pour le moins troublant, si pas inquiétant. Les enquêteurs cherchent également des indices à la Côte d'Azur. L'un des complices de Patrick Amers, Philippe Lacroix, avait un pied-à-terre à Pau. Philippe, il habitait sur la Côte d'Azur. À ce moment-là, il louait une belle villa avec... et ils habitaient là, tranquilles, avec leur fille. En fouillant dans un box de garage de la famille de ce complice, les policiers français vont trouver un indice capital qui va faire basculer l'enquête. Dans ce box de garage, ils détectent pas mal de choses, notamment une machine à écrire. Et ils ont l'intelligence d'enlever le ruban et d'analyser le ruban sur la machine à écrire. Les anciennes machines à écrire, vous savez, c'est avec un ruban qui permettait l'impression sur le papier. À l'analyse de ce ruban, on découvre effectivement une adresse au Brésil. Et plus précisément, celle d'une villa à Rio de Janeiro. L'étau se resserre autour de Patrick Amers. C'est peut-être là que se cache l'ennemi public numéro 1. Et pour le savoir, les policiers vont recevoir une aide inespérée d'un proche en contact permanent avec le fugitif. C'est le père du malfrat, Achille Amers.
C'est un type il a une affaire qui marche, il a de l'argent, il est bien considéré jusqu'à un certain point. Achille avait rendez-vous tous les jours avec la brigade Gamma. Et il a réussi à convaincre Patrick de lui téléphoner. Il dit qu'il a effectivement régulièrement des nouvelles de son fils parce que son fils lui téléphone. Mais il lui téléphone dans des cafés, dans différents bistrots, et chaque fois dans un bistrot différent. Mon beau-père a posé plein de questions sur où on était, mais on lui a pas dit précisément. Il savait pas le quartier où on habitait. En analysant les relevés téléphoniques, les policiers découvrent que Patrick Amers est bel et bien au Brésil. Il y a cette indication technique qui nous dit que les contacts téléphoniques proviennent de cette ville-là, de la ville de Rio, au Brésil. Il n'y a plus une minute à perdre. L'enquêteur belge Paul Van Tielen prend le premier vol pour Rio de Janeiro. Arrivé sur place, il est reçu par les policiers brésiliens. Van Tielen leur communique les noms d'emprunts utilisés par Patrick Amers sur les faux passeports. Ils ont pu consulter directement sur l'écran en donnant un nom. Ils savaient, en disant les quelques secondes, nous donner, OK, il est entré au Brésil à cette date-là, il est ressorti à cette date-là. Ça, c'est le point de sortie, le point d'entrée, Rio ou ailleurs. Il fait des voyages en Amérique du Sud. Il va voir en Colombie, il va voir en Uruguay, en Argentine, pour se trouver un endroit où il pouvait passer ses jours sans être inquiété. Il ne savait pas où il allait rester, si c'était le Brésil ou un autre pays. Et il va en Uruguay, notamment à Montevideo, à Punta del Este, pour aller placer son argent dans des banques. Les enquêteurs belges connaissent désormais tous les déplacements réalisés par le fugitif depuis son évasion. Ils veulent maintenant passer à l'action et cueillir Patrick Amers à l'adresse retrouvée sur le ruban de machine à écrire. Mais la collaboration avec les autorités brésiliennes est compliquée. Au niveau de l'enquête, il leur manque de moyens, jusqu'à y compris les voitures. Donc ils nous demandent de louer à nos frais des voitures pour pouvoir faire l'enquête. Les Belges acceptent de mettre la main au portefeuille. Enfin, ils peuvent se rendre dans la villa supposée du fugitif. Mais en arrivant sur place, les enquêteurs découvrent un lieu inoccupé. De l'extérieur, nous voyons que la maison est vide, que la pelouse n'est pas faite, etc., etc. Donc manifestement, c'est vide. Contacté, le propriétaire explique que les locataires ont quitté précipitamment les lieux il y a quelques semaines. Mais il révèle une information capitale. Denise Tiac, l'épouse du malfrat, a un cheval et elle l'a placé dans un manège du quartier. Les enquêteurs sur place se posent la question de savoir, ou bien on encercle le manège et on voit si par hasard Patrick Amers est dedans, ou bien est-ce qu'on attend un autre moment propice, parce que si on arrête Tiac et que Amers n'est pas là, c'est foutu, ils n'auront plus Amers parce qu'il sera parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On attaque le manège, on y va ou on attend? On avait une bonne raison d'attendre. On savait, de par l'enquête en Belgique, qu'un coup de téléphone allait se donner de Patrick Amers à sa famille, à son père, le samedi. Achille Amers attend en effet un coup de téléphone de son fils. Les enquêteurs disposent de l'heure précise du contact téléphonique, mais ils ignorent tout du lieu d'où l'appel sera passé. À Rio, il y a 5 cabines téléphoniques qui permettent de donner des appels internationaux. Parmi les 4-5 endroits, il y a un endroit qui ne se situe pas trop loin de la maison initiale et donc pas très loin du manège. Ils ne savaient pas le quartier où on habitait, mais Patrick leur a expliqué qu'il y avait un grand centre commercial, etc. Patrick Amers avait dit lors d'un de ses contacts téléphoniques qu'il fait les courses à un supermarché où il y a des gardiens sur les toits, des gardiens armés. La description faite par Patrick Amers correspond au Barra Shopping, un grand centre commercial de Rio. Et cerise sur le gâteau, il y a sur place une cabine téléphonique équipée pour les appels internationaux. Je dis, ça fait déjà pas mal.
On est le mercredi, ça reste 2 jours de patience. On ne fait rien jusqu'à samedi. On met tout notre jeu sur le contact téléphonique. Durant ces 2 jours, policiers et enquêteurs repèrent les lieux en toute discrétion. Ils n'ont jamais été aussi près du but. Le fugitif vit peut-être ses dernières heures de liberté. On se met d'accord pour voir comment va-t-on attaquer. Ils font très probablement une reconnaissance des lieux pour voir comment ça se présente, etc. En Belgique, les journalistes ignorent tout de la chasse à l'homme qui est en cours. On a vu Amers absolument partout dans le monde, hein, en France, en Espagne, aux États-Unis, partout. Voilà, les journaux sont pleins de spéculations. Les policiers prennent toutes les précautions car le malfaiteur n'a aucun scrupule à tuer si la situation l'y oblige. C'est pas toujours évident d'arrêter une personne dans un grand complexe. Il peut prendre des gens en otage, il peut être armé, pas armé, il peut se passer beaucoup de choses. Nous sommes samedi. Le jour se lève sur Rio. Les policiers arrivent discrètement sur le parking du centre commercial avant son ouverture. On fait semblant d'être les premiers visiteurs, on se promène un peu à gauche et à droite, essayant de ne pas faire remarquer. Soudain, un homme ressemblant fortement à Patrick Amers se dirige vers la cabine téléphonique. Et il n'est pas seul. Axel Zeyen, l'un de ses complices, l'accompagne. Axel habitait avec nous, chez nous. Donc il est allé avec Axel. Je crois qu'Axel espérait parler aussi à sa femme. Ils sont parmi les premiers clients. Je le vois venir, ils sont à 2. Je ne connais pas tout de suite le deuxième, mais je connais tout de suite Patrick Amers. L'homme le plus recherché de Belgique est à quelques mètres de Paul Van Tielen. La chasse à l'homme va bientôt prendre fin. C'est Patrick Amers seul qui rentre dans une des cabines téléphoniques. Je ne crois pas que les collègues lui donnent l'occasion de téléphoner. Je crois qu'une fois qu'il est dans la cabine, il saute dessus à 2. Il y a 2 autres qui sautent sur son compagnon, Axel Zeyen. Les 2 hommes sont menottés et fouillés par les policiers brésiliens. Il n'y a pas de violence, pour ainsi dire. Bien sûr, il les fouille, il les menotte. Mais Patrick Amers lui-même ne donne pas de résistance. Aucune rébellion de sa part. Donc tout se passe relativement calme. Les enquêteurs belges prennent la décision de photographier Amers menotté. Avant de prendre l'avion pour le Brésil, l'enquêteur Paul Van Tielen a reçu les confidences d'un agent du FBI. Celui-ci l'a mis en garde sur la corruption qui règne au Brésil. Ils ont la preuve qu'effectivement il a été arrêté et que s'il disparaît, bien c'est à cause des Brésiliens. L'ex-fugitif est embarqué dans le véhicule des policiers locaux. Et là, tout s'arrête pour les enquêteurs belges. Ils sont priés de rejoindre leur hôtel. Pourquoi pas ne pas accepter que nous soyons dans les environs? On peut les aider à faire certaines suggestions, etc. etc. Donc ça, c'est frustrant de devoir quitter le dispositif, de voir partir les collègues brésiliens à leur bureau avec les 2 détenus, sans trop savoir comment ils vont procéder. Il y a une chose que les enquêteurs belges craignent, c'est que Amers s'échappe. Puisque dans un premier temps, c'est bien entendu dans des geôles brésiliennes que Patrick Amers va être enfermé. Amers est au courant de la corruption qui touche le pays. Dans le véhicule, il demande aux policiers de le libérer en échange d'une grande somme d'argent. Et pour prouver sa bonne foi, il leur communique sa dernière adresse et la cachette du butin. Dans cette maison, Denise attend le retour de son mari. Il n'est toujours pas rentré du centre commercial. Ouais, à un moment donné, il y a la police fédérale qui arrive. Mais ils me demandent, ils me disent Madame Thiac. Je dis, il n'y en a pas de Madame Thiac ici. Et puis ils insistent. Et puis ils me disent, on a votre mari. Je fais celle qui ne comprend pas. Puis ils me montrent le trousseau de clés de voiture. Donc j'ai dit, d'accord, ok, entrez. C'était assez clair. J'en ai dit, on va essayer de négocier peut-être. Peut-être moyen de négocier. Et puis, ils m'ont dit oui. Ils ont trouvé la cachette où il y avait un peu d'argent. C'est déjà un peu raté.
Donc il n'y a plus rien à négocier. Il m'emmène au poste et il me retire mon fils et il me met en prison. Le couple Amers est derrière les barreaux. L'information fait l'effet d'un tremblement de terre dans les médias belges. Patrick Amers, l'homme le plus recherché du royaume pour son palmarès de truand hors du commun et parce qu'il est sans doute l'instigateur de l'enlèvement de Paul van den Boeynants, a été arrêté à Rio de Janeiro, au Brésil. À Rio, les enquêteurs belges doivent attendre de longues heures avant d'être enfin recontactés par les policiers locaux. Ceux-ci les emmènent au dernier domicile du fugitif. Mais pour les Belges, il y a quelque chose qui cloche dans le comportement des Brésiliens. Ce qui nous surprend, mon collègue et moi, c'est que au début de la perquisition, en entrant dans la maison, en fait, les collègues brésiliens vont directement à la chambre à coucher. Ils n'hésitent pas, ils soulèvent le matelas et ils trouvent, comme par hasard, un attaché-caisse qu'ils ouvrent. L'attaché-caisse est ouvert. Et il y a une liasse de dollars, un billet de 100 dollars. Ils prennent la liasse et ils nous demandent explicitement à nous trois, au consul général et aux 2 policiers belges, de compter. Tous les 3 doivent compter. C'était 8 000 $. La police belge a retrouvé la mallette sous notre lit alors qu'elle n'était pas du tout là. Donc, je pense qu'ils se sont servis. Les policiers brésiliens auraient-ils profité des informations que leur a données Patrick Amers? Les enquêteurs belges se doutent qu'on leur cache quelque chose, mais ils préfèrent ne pas poser de questions. Je n'ai pas osé le faire, parce que pour nous, ce qui est prioritaire est l'extradition et le maintien en état d'arrestation de Patrick Amers. Ça, c'est ce qui prime. Priorité numéro 1, ça. Et si jamais il y a une question de corruption, ok, ça c'est pour après. Les enquêteurs belges n'ont toujours pas pu interroger le couple Amers, incarcéré dans une prison de Rio. On était dans notre cellule, mais on sortait ni le matin ni le soir. On voyait pas le jour. En fait, c'est un endroit de transit, mais qui était assez surpeuplé parce qu'ils avaient arrêté des gens des favelles et ils risquaient une tentative d'évasion. Donc du coup, personne ne pouvait sortir au préau tant qu'eux étaient là, qu'ils n'avaient pas été jugés. À Rio, un avion vient d'atterrir avec à son bord de nombreux journalistes belges. Ils se rendent immédiatement à la prison de Rio. On n'a pas été fouillés, on a simplement dit nous sommes en anglais, nous sommes journalistes, nous venons de Belgique. Et le directeur a dit très bien, asseyez-vous, café, voilà, pas de problème, hein, c'était vraiment très simple. Le couple Amers voit la porte de la cellule s'ouvrir. Un gardien les invite à se rendre dans une salle où sont rassemblés des journalistes. Ça fait assez bizarre parce que déjà vous êtes hallucinés, on vous a retiré votre enfant, il y a tout votre monde qui s'écroule et puis vous vous retrouvez avec des flashs, des caméras et tout. Patrick Amers, son épouse et un complice qui ont été arrêtés hier à Rio de Janeiro ont été présentés aujourd'hui à la presse par la police brésilienne. Patrick Amers a eu l'occasion de répondre à quelques questions. J'ai participé à l'enlèvement de M. Paul van den Boeynants. J'ai organisé l'affaire, j'ai enlevé M. Paul van den Boeynants, j'ai séquestré M. Paul van den Boeynants. Pourquoi avez-vous choisi Paul van den Boeynants? Oui, parce que dans le monde belge, par la presse, on a entendu dire que M. Paul van den Boeynants avait une fortune estimée à 2 milliards. Alors forcément, M. Paul van den Boeynants était intéressant. Mais M. Paul van den Boeynants ne possède pas 2 milliards. L'enlèvement de Paul van den Boeynants, pour vous, c'était le dernier coup, le grand coup, ou c'était un autre? Oui, pour moi, c'était le grand coup, le coup de la finale. Après ça, vous seriez resté au Brésil C'est ça, vivre tranquille. À Rio? À Rio, autre part. Il paraît un petit peu fatigué, mais pas plus que ça. Il donne globalement l'impression de quelqu'un, et il le dira d'ailleurs, j'ai joué et j'ai perdu. Ce qui était aussi surprenant, c'est peut-être l'attitude de Patrick Amers qui, effectivement, parle de ces attaques pour lesquelles il n'a aucun regret, parle des personnes qui sont mortes
mais qui a l'air de considérer ça comme une forme de fatalité. Là, j'avais besoin de techniciens. Pour ça, je leur ai fait confiance et ils n'ont pas fait le travail comme il devait être fait. Et la conséquence, c'est celle qu'on connaît. C'est des hommes qui sont morts et des femmes qui sont mortes. Et dans l'affaire des tueries du Brabant wallon, vous êtes impliqué? Vous connaissez des gens qui ont participé à ces tueries? Non, je ne connais personne, je ne suis pas impliqué, je n'ai rien à voir avec les tueries du Brabant wallon. Et je ne connais personne appartenant à ce milieu-là. À Bruxelles, les magistrats sont surpris par les propos de Patrick Amers. Le dangereux malfrat offre des aveux complets dans la bonne humeur et avec le sourire. C'est la première fois que je vois un tel comportement. Quelqu'un qui avoue aussi facilement et autant de faits en même temps, sans être mis sous pression. Combien de coups vous avez fait au total? Je compte sur la police pour me rafraîchir la mémoire parce que j'ai oublié beaucoup d'affaires. Mais si on m'en parle, je pourrais peut-être me souvenir. Certainement, beaucoup. Je ne sais pas, 30, 40, 50. Amers est certain qu'il ne va pas être extradé. Je vois ça à son interview. Amers a-t-il déjà échafaudé un nouveau plan pour retrouver sa liberté? Les autorités belges le craignent. C'est la crainte des policiers belges, c'est que cette prison ne soit pas véritablement bien sécurisée. Il est enfermé dans une prison à Rio, mais ça ne se passe pas comme on voudrait, donc on n'a pas confiance. C'est un nid de fourmis, la prison de Rio. On a des rumeurs qu'il y a des plans d'évasion, qu'ils veulent payer les gardiens. Les autorités belges expriment leurs inquiétudes à leurs homologues brésiliens. La justice belge ne veut pas d'une nouvelle évasion. Les mœurs pénitentiaires sont très différentes là-bas à l'époque, bien qu'on parle toujours d'émeutes dans les prisons brésiliennes, de prisons surpeuplées. On voit ça souvent à la télé, il y a des émeutes, des massacres, il y a des morts, etc. Et la justice belge demande à la justice brésilienne de l'évacuer dans un endroit plus sûr, plus calme que Rio. Et ainsi, à partir de l'été 89, il est donc déplacé dans une caserne de la police fédérale brésilienne à Recife. Mais avant d'être transféré, le couple Amers doit dire au revoir à Kevin, leur fils, qui est récupéré par ses grands-parents paternels. Ma belle-mère était venue avec mon fils pour voir mon mari, mais pas pour moi. Et quand il m'a vu, il a couru, et ma belle-mère m'a annoncé de but en blanc qu'il repartait directement. Ils avaient réussi à obtenir l'autorisation d'emmener mon fils en Belgique, grâce à l'ambassade de Belgique. Donc voilà, ça c'était assez hard. Vraiment, c'était assez dur. Pour revoir leur fils au plus vite, Patrick Amers et son épouse doivent être extradés du Brésil. En attendant, ils s'installent dans leur nouvelle cellule aménagée spécialement dans une prison de Recife. Ce n'est pas vraiment une prison, comme on connaît les prisons en Belgique. C'était une caserne de la police fédérale brésilienne, mais fortifiée. Donc il y a un mur autour, il faut franchir 2-3 portes avant d'arriver au sein de la caserne. Amers bénéficie de conditions de détention plus souples qu'à la prison de Rio. Sa femme est même autorisée à se détendre dans la cour intérieure. C'est vraiment particulier parce qu'on passait notre temps au préau après. Moi, je vivais en maillot de bain, Patrick aussi. Quand on voulait téléphoner à l'étranger, on pouvait. Je mettais un paréo et j'allais dans leur bureau. Non, c'était vraiment spécial. Ça n'a tellement rien à voir avec ici. Ils ont droit à la nourriture d'un restaurateur local. Ils ne sont pas obligés de manger la nourriture de la prison. Vous avez des toilettes, une douche et tout dans votre cellule. Elle est nettoyée régulièrement. Pas par les détenus, par des gens qui viennent nettoyer, mettre des désinfectants et tout. Comme tout est ouvert pour pas avoir trop de bestioles, quoi. Bref, en cet été 89, Amers n'est pas pressé de rentrer en Belgique. Et il va volontairement faire traîner l'extradition.
C'est long, on peut en fait aller plus vite si on veut, si on accepte tout de suite, mais sans doute qu'il n'était pas très heureux de rentrer en Belgique. La justice belge espère une extradition dans le courant de l'été, mais il y a des problèmes. Ça ne va pas vite et ça traîne. Amers et ses avocats mettent en avant un premier élément pour justifier son refus d'être extradé, la peine de mort. En Belgique, on a toujours, en 1989, toujours la peine de mort inscrite dans nos textes de loi. Or, le Brésil n'applique plus la peine de mort, a supprimé la peine de mort dans ses textes. Le Brésil ne veut donc pas que extrader quelqu'un qui serait susceptible d'être condamné à une peine de mort, même si cette peine de mort est automatiquement commuée en prison en perpétuité. Pourtant, l'argument de Patrick Amers est pris au sérieux par la justice brésilienne. Elle décide de le garder sur son territoire. Le couple Amers continue de profiter du confort de la caserne de Recife. Le 31 décembre 1989, un somptueux repas de Nouvel An leur est offert. Plein de plats brésiliens avec des poissons, des scampi, enfin tout, vraiment très très bon. On n'a juste pas eu le droit de boire de l'alcool. Enfin, on a eu droit à une bière, chacun. Quelques jours après le réveillon, les enquêteurs belges sont enfin autorisés à rencontrer Patrick Amers. Ils espèrent le ramener à Bruxelles, mais le truand a échafaudé un nouveau plan pour rester au Brésil. L'idée, c'était de brouiller les pistes au niveau de VDB. Faire croire à un enlèvement plutôt politique. Donc après, il a essayé de s'en servir pour ne pas être extradé. Parce que si on avait été politique, on ne nous extradait pas, on restait au Brésil. Amers se présente donc comme un réfugié politique. Et pour appuyer sa demande, il rappelle que c'est sous le nom des BSR, les Brigades socialistes révolutionnaires, que son organisation a revendiqué l'enlèvement de VDB. BSR, 3 lettres qui désignent également un service judiciaire. Je lui dis, tu te fous de ma gueule? Nous sommes la BSR. Hein? On n'a jamais entendu de parler de la BSR, soi-disant les Brigades socialistes révolutionnaires. Ça, ils avaient fait à l'époque pour se moquer de nous. Mais maintenant, ils utilisaient ça comme moyen de ne pas être extradé. C'était soi-disant un délit politique. Alors les magistrats belges font le déplacement dans la capitale, Brasilia. Ils apportent les garanties que le prisonnier sera correctement traité dans son pays d'origine. Au printemps 1990, le Brésil accepte enfin le transfert. Patrick Amers, il sera en Belgique dans les prochaines semaines, le Brésil devant donner son feu vert à l'extradition du truand dans les jours qui viennent. La Cour suprême du Brésil devrait en effet accepter très rapidement son extradition. Et si tout se passe normalement, Patrick Amers sera derrière des barreaux belges dans une bonne semaine. Il faut ramener M. Amers en sachant qu'il est aussi un spécialiste non seulement des méfaits, mais aussi des évasions. Et donc on ne peut pas risquer ni qu'il s'évade, ni d'avoir un incident de procédure qui pourrait le libérer pour des raisons de forme. Si on prend l'avion classique, on va voir les journalistes qui seront là comme passagers, qui vont prendre des interviews, des photos, qui vont filmer, et ça, le juge n'en veut pas. Je décide d'affréter un avion militaire, un avion de l'armée belge, pour aller le chercher. Pour le couple Amers, l'aventure brésilienne s'achève. À la prison de Recife, les détenus VIP font leurs adieux. La police fédérale pleurait, l'avocate pleurait. Vraiment, ils pleuraient. C'est très brésilien. Ils étaient tristes pour nous. Pour eux, on allait à la mort. Parce que dans leur livre de loi, c'est marqué l'exemple de la Belgique pour la prison. C'est fechado, ça veut dire le régime le plus fermé. Ils nous ont bien dit au revoir et tout. Et puis ils nous ont conduits aux hélicos. On atterrit avec le C-130 de la force aérienne belge sur l'aéroport militaire. On est sur le tarmac et on voit arriver 3 hélicoptères. C'était un peu comme Apocalypse Now. 3 hélicoptères de la police fédérale avec à côté de chaque hélicoptère en plein vol, un policier brésilien qui était debout sur les patins à l'extérieur de l'hélicoptère. Et là, je vois la réaction d'Amers lorsqu'il voit le drapeau belge sur le C-130.
je vois sa tête change quand même. Là, à mon avis, il se dit, ils viennent peut-être bien me chercher. On y a aménagé une forme de cellule, une espèce de cage dans laquelle ont été mis Amers et son épouse. Je leur ai donné des bananes, mais ils ne sont pas contents, évidemment. Ils tirent la tête en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous prends pour un singe ?» C'était une cage comme vous mettez pour les chiens, vous savez, les chenils. C'est comme un chenil, mais il y avait des bancs. Donc en fait, plutôt que de rester menotté tout le voyage, c'était plus confortable. La cage doit surtout empêcher toute initiative de Patrick Amers qui pourrait perturber le bon déroulement du vol. Dans un C-130, c'est pas comme dans un avion de ligne. Il y a des câbles électriques, il y a des câbles, des circuits hydrauliques partout. Ce qu'ils craignent, c'est que Amers, dans un coup de folie, puisse, d'une manière ou d'une autre, arracher un fil, prenne quelque chose qui serait susceptible de... faut éventuellement faire tomber l'avion parce qu'il y aura un court-circuit ou n'importe quoi. Donc ils ont très peur. Il m'a expliqué d'ailleurs qu'il y avait des postaux à côté de lui, notamment une femme qui l'avait subjugué par son physique, qui était donc prête à sauter dessus, mais il ne bougeait plus naturellement. Toutes les précautions sont prises pour l'arrivée sur le sol belge. Par mesure de sécurité, le C-130 n'atterrit pas à l'aéroport militaire de Melsbroek, mais sur le tarmac de la base aérienne de Coxide. On avait mobilisé la moitié de la police belge pour l'accueillir, parce qu'on pensait qu'il allait être... que des complices pouvaient essayer de le libérer, etc. Donc ils n'ont jamais vu un luxe de précaution pareil pour le ramener à la prison. Et de là, on remonte à nouveau dans un hélicoptère de la gendarmerie, un hélicoptère Puma, et on fait un vol Coxide jusqu'à Halle, où l'hélicoptère atterrit dans la cour de la gendarmerie de Halle. Et alors là, à la gendarmerie de Halle, il y a une seconde équipe des unités spéciales de la gendarmerie qui nous attend, où Amers est amené devant le juge d'instruction, qui le place vraiment sous mandat d'arrêt et le fait emprisonner à la prison de Forêt. C'est bien sûr sous escorte particulière que Patrick Amers, Denis Stiac, sa femme, et Alex Zeyen sont arrivés à la prison de Forêt. Il était 17h30. On va apercevoir ici Patrick Amers en rouge. Voilà, on n'avait plus le droit de se voir ni de... Pour communiquer, c'était uniquement par écrit et c'était lu par la police avant. 3 ans après s'être évadé d'un fourgon cellulaire, Patrick Amers est à nouveau derrière les barreaux d'une prison belge. Il doit répondre d'un nombre élevé d'attaques sanglantes commises avec ses complices dans les années 80. Mon sentiment, c'était que c'était inadmissible ce qui s'est passé et je ne suis pas gêné pour lui dire en lui parlant de rémission, qu'il a encore le temps de faire quelque chose de sa vie et de réparer, pour autant qu'on puisse réparer ce genre de choses tragiques. 7 mois se sont écoulés depuis le retour en Belgique du couple Amers. En novembre 1990, Denis Stiac est libérée de prison. Elle peut désormais s'occuper de Kevin, leur fils. Bien qu'en liberté, la femme de Patrick Amers est poursuivie pour des faits de recel et l'usage de faux documents. Son mari, lui, reste en prison et il vit très mal ses conditions de détention. Les conditions de détention de Patrick Amers sont des conditions très dures. Parce que ce que l'on craint, bien évidemment, c'est qu'une fois de plus, il tente de s'évader. Chaque fois qu'on y allait, on le sortait de sa cellule et il entrait la porte à côté où on avait mis une machine à écrire, une table et des chaises pour l'auditionner. Il reçoit plein de lettres de femmes d'admiratrices à la prison, ça il m'explique. Il est toujours très amoureux de sa femme, mais il reçoit pas mal de lettres d'admiratrices qui l'ont vu lors des interviews au Brésil. 3 psychiatres sont désignés pour faire une analyse, une expertise mentale, pour savoir s'il est bien en possession des moyens nécessaires pour comparaître devant les juges et pour être éventuellement condamné. Donc, c'est très intéressant de lire leur rapport, parce qu'ils expliquent que c'est un garçon qui a une spiritualité, qui a des tendances tout à fait bien et qui, malheureusement, a échoué à faire des choses absolument inadmissibles. À Rio, Patrick Amers avait reconnu de nombreux méfaits devant les journalistes belges. Je suis rentré au petit matin et j'ai attendu que tous les percepteurs principaux s'amènent pour ouvrir les coffres. Et puis après, on est parti. Depuis lors,
le malfrat adopte un tout autre comportement. Il me dit je ne vais rien dire, je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai pu raconter au Brésil, c'était du mensonge, mais je ne dirai rien. Il essaye de minimiser sa part dans les hold-up, dans l'enlèvement. Là où on le coince sur une empreinte digitale, sur une arme ou sur une voiture, il essaie d'expliquer qu'il travaillait pour une bande de truands, qu'il a déplacé des véhicules, qu'il a nettoyé des armes. En l'auditionnant, les enquêteurs sont interpellés par l'état de santé du détenu. Il était très amaigri. Il est devenu une loque à un certain moment. Ça n'avait plus rien à voir avec le beau Patrick Amers dont toutes les femmes étaient amoureuses. Pour Amers, l'heure est venue de préparer une nouvelle évasion. Il demande à sa femme de l'aider. Il m'a demandé si je pouvais essayer de le faire évader de nouveau, mais je devais choisir mon fils ou lui. Mon fils était devenu plus grand. Donc je pouvais pas, c'était fini. Amers doit se rabattre sur ses autres complices. Le problème, c'est qu'ils sont également sous les verrous. Jusqu'à ce jour de mai 93, où il apprend l'évasion de ses lieutenants. Mutinerie d'abord, évasion collective ensuite, c'était le branle-bas de combat ce matin à la prison de Saint-Gilles et la chasse à l'homme est toujours ouverte dans tout le pays. 3 dangereux malfrats sont dans la nature. Mais son lieutenant Philippe Lacroix est retrouvé après 4 jours. Il s'est fait reprendre directement et du coup, alors là, Patrick, ça lui a complètement cassé le moral. Parce qu'il espérait, il s'est dit peut-être qu'il viendra me chercher. Enfin, dans sa tête, dans sa logique, c'était que son ami allait venir le chercher. Amers comprend qu'il restera encore longtemps derrière les barreaux. Déjà fort affaibli, son état de santé continue de se dégrader. On sait que Patrick Amers est alcoolique. Et depuis son arrestation, c'est bien évidemment des médicaments de substitution qu'on lui donne. Sa femme m'a téléphoné un dimanche en me demandant d'aller le voir. Elle m'a dit qu'il souhaitait me voir. Donc je vais le lundi. Et le gardien revient en me disant qu'il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir. J'ai téléphoné à Maître Denis Bosquet qui plaidait avec moi en lui disant « Va le voir d'urgence ». Puis il me téléphone de la prison en me disant « Il ne veut pas me voir ». Ils ont dit que de toute façon, il était déprimé, qu'il allait certainement se remettre et que de toute façon, il était le détenu le plus surveillé au monde, donc il ne peut rien lui arriver. Et pourtant, le 13 mai 1993, Patrick Amers parvient à bloquer l'accès à sa cellule. Le détenu est à bout. Pour lui, tout est fini. Il s'étrangle en passant une cordelette dans les fentes de son radiateur. Radiateur qui est au ras du sol, il y reste simplement quelques centimètres. Il est dans un état physique épouvantable qui fait que, dit-on, le moindre choc aurait entraîné la mort. Lorsque les surveillants parviennent enfin à ouvrir la porte, il est trop tard. Décidément, la chronique des prisons belges est fertile en rebondissements. 11 jours après l'évasion spectaculaire de 3 gangsters, dont 2 considérés comme faisant partie de ce qu'on appelle la bande Amers, c'est Patrick Amers lui-même qui a été découvert la nuit dernière pendu dans sa cellule de la prison de Forêt. Il va laisser un billet à mon intention en disant « Watley, je t'aime, 2M, 3 petits points ». Je n'ai pas besoin de le dire puisqu'il ne l'a pas écrit. Lui qui avait toujours vécu sur des grands pieds, je dois dire, terminé des années de sa vie entre 4 murs, dans 6 mètres carrés ou 9 mètres carrés, c'était pas ce qui lui convenait. Déjà, lors de son incarcération en 87, on avait vu qu'il allait craquer en prison. Donc il n'était pas vraiment fait pour la vie en prison. Les circonstances de la mort de Patrick Amers suscitent des interrogations.
Le directeur de la prison est contraint de prendre la parole sur ce suicide étrange. De toute manière, s'il n'y avait pas eu le fil de la radio, il y a des couvertures, il y a des draps de lit, il y a des vêtements. C'est finalement quelque chose qui arrive relativement couramment, si l'on veut, pas trop heureusement. La polémique n'ira pas plus loin. Patrick Amers est mort. Il ne sera jamais jugé pour ses méfaits. Il ne faut jamais oublier aussi que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sang sur les mains. C'est pas seulement, entre guillemets, un sympathique truand qui fait des coups. C'est aussi un type qui tue des gens. C'est quelqu'un intelligent, audacieux, qui ose. S'il avait pu mettre tous ses atouts au service d'une bonne cause, c'eût été un grand monsieur. Malheureusement, ce fut pour des forfaits qui ont entraîné des morts d'hommes et de femmes. Patrick Amers aura marqué les esprits bien au-delà de la saga criminelle. Symbole des années 80, il rêvait de s'enrichir sans se fatiguer. Le truand incarnait un style flamboyant, celui d'un playboy cool et charismatique. Mais son côté sex-appeal ne pourra jamais faire oublier ses violentes attaques qui ont causé la mort de personnes innocentes.